Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu. Cette semaine, Confluent propose une émission spéciale consacrée à un événement marquant de l'histoire contemporaine du Québec et du Canada, la crise d'Oka, également dite siège de Kanesatake. 35 ans plus tard, ces événements, qui se sont déroulés du 11 juillet au 26 septembre 1990, continuent de résonner dans nos mémoires et de teinter les relations entre autochtones et allochtones. Pour mieux comprendre les racines, les enjeux et les répercussions de cette crise, nous avons le privilège d'accueillir aujourd'hui l'anthropologue Pierre Trudel. En plus d'être chercheur associé à la chaire de recherche du Canada en études québécoises et canadiennes, Pierre Trudel a enseigné l'anthropologie au Cégep du Vieux-Montréal et à l'Université du Québec à Montréal. Il collabore depuis plus de 25 ans à la revue Recherche amérindienne au Québec, devenue en 2022 la revue d'études autochtones. Pierre Trudel a consacré une partie importante de sa carrière à l'étude des relations interculturelles et à l'avancement des connaissances sur les peuples autochtones. Au micro de Mathieu Lavigne, il replace en contexte la crise d'Oka de 1990. En particulier, il évoque les luttes historiques des Kanien'kehá:ka de Kanesatake, la couverture médiatique et les réactions politiques et sociales suscitées par la crise d'Oka, les gestes de solidarité de divers groupes envers les Kanien'kehá:ka, ainsi que les traces que ces événements ont laissées dans notre mémoire collective. Enfin, Pierre Trudel s'interroge sur les répercussions actuelles de cette crise officiellement terminée le 26 septembre 1990. Pierre Trudel, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation, vraiment. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Monsieur Trudel, ce qu'on a appelé la crise d'Oka est survenue il y a 35 ans, du 11 juillet au 26 septembre 1990. Cette crise elle va être au cœur de notre discussion d'aujourd'hui. Et malgré le temps qui passe, notre bonne compréhension de la crise d'Oka reste, il me semble, à parfaire. Peut-être qu'on pourrait débuter par un petit détour historique. Donc, est-ce qu'on pourrait dire, Pierre Trudel, que la crise d'Oka prend racine dans des luttes et des revendications effectuées par les Kanien'kehá:ka, les Mohawks, de Kanesatake depuis, disons, le milieu du 19e siècle? Oui, oui, très juste. C'est quelque chose qui est... C'est un cas un peu spécial à Oka. D'ailleurs, on l'avait relevé que c'était une situation une des plus compliquées au Canada. Puis, c'était peu connu, puisque à mon époque, là, en 90 ou dans les années 80, moi j'ai découvert, puis il n'y avait vraiment pas d'anthropologue beaucoup qui s'occupaient de ça. Il y avait eu un doctorat à McGill d'une historienne, Claude Parizeau, c'était l'unique document qui portait sur l'histoire de la seigneurie du lac des Deux-Montagnes. Donc il y avait eu peut-être d'autres documents. Donc c'est quelque chose qui était même méconnu parmi les 10 experts, là, puis les historiens. Puis, c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne connaît pas aussi, parce que c'est complexe, on ne peut pas tout connaître l'histoire, mais c'est malgré tout méconnu. On a gardé la mémoire des armes. D'ailleurs, j'étais chez des amis l'autre jour, et leur fille, Marguerite, me dit... Ah, je t'ai vu pendant mon cours d'histoire au secondaire à la télévision parce que tu donnais un reportage sur la crise d'Oka. Puis là, bon. Et puis, à un moment donné, je pose la question à Marguerite. Je dis, c'était quoi la crise d'Oka, là? Puis, la guerre. C'était la guerre, tu sais. On regarde une image. Non, c'était les armes, la guerre. Puis, écoutez, là, moi, quand j'étais au secondaire, là, dans les cours d'histoire, peut-être que j'aurais pas retenu tout le cours, là. Mais c'est méconnu, effectivement. Du côté des Mohawks, probablement que c'est mieux connu. C'est ça. Parce que cette histoire-là, elle remonte justement à la seigneurie des Deux-Montagnes, c'est ça? Oui, c'était, écoutez,
Ça dépend de quel point de vue qu'on prend. Les Mohawks vont avoir ce qu'on appelle dans les termes gouvernementaux là, une revendication globale, qui sont des terres traditionnelles. Et comme tous les Autochtones au Canada, quand on rentre en négociation, on engage des anthropologues puis des avocats pour établir la base du territoire traditionnel. Donc ça, c'est un aspect des occupations territoriales. Puis il y a aussi quelque chose qui est relié au régime colonial français et ensuite britannique, qui est la seigneurie du lac des Deux-Montagnes. Et ça, c'est plus grand que l'île de Montréal. Ça comprend l'aéroport Mirabel. Ah oui. Et c'est très vaste. Et cette seigneurie-là avait été officiellement, selon les normes, là, attribuée à des Sulpiciens qui, selon une version de l'histoire, avaient amené des Autochtones qui étaient au centre de Montréal, ou près de l'Université McGill. Là, il y avait une communauté autochtone composée de Mohawks, d'Algonquins puis de Nipissing. Je pense qu'ils se sont retrouvés à un moment donné près de la rivière des Prairies, là, mais ensuite à Oka. Donc, cette seigneurie-là, évidemment, il y a un enjeu, là, parce que c'est facile à comprendre, parce que à Kahnawake, lorsque il y a eu la conquête britannique, on a reconnu que ce qui restait de la seigneurie, c'était des terres autochtones. Ah oui. Tandis que de l'autre côté du fleuve, à Kanesatake, les Sulpiciens ne quitteront pas la Nouvelle-France. Ils vont demeurer et pendant plusieurs dizaines d'années, il y a une espèce de flou, mais quoi qu'il y ait, vous savez, à cette époque-là, il n'y avait pas grand monde sur le terrain, puis il n'y avait pas grands enjeux, puis il y avait pas... Les gens vivaient, cultivaient, chassaient, puis il n'y avait pas de... Bon, ça a pris un certain temps avant qu'il y ait des enjeux, mais la propriété claire de cette seigneurie-là n'était pas évidente, et les Sulpiciens vont graduellement imposer ou demander qu'on clarifie leur titre de propriété. Et je sais qu'il y a un document britannique après la rébellion des Patriotes. D'ailleurs, Hélène Gabriel en fait mention dans l'entrevue qu'elle vous a donnée, là, qu'en échange de l'appui du clergé au régime britannique contre les Patriotes, on a clarifié leur titre, et ça, sans en parler aux Mohawks, bien sûr, on a clarifié leur titre de propriété sur cette seigneurie-là. Et puis, donc là, à partir d'un moment donné où il y a plus d'occupation, plus de colons qui arrivent, puis les Sulpiciens vont affirmer leur propriété, tout en reconnaissant une obligation fiduciaire ou une occupation de droit d'usufruit des Autochtones, d'occuper, de cultiver, de couper du bois pour se chauffer. Ils respectaient ça, entre guillemets, là. Donc, il y a eu ce litige-là qui fait que les Sulpiciens ont vendu beaucoup de terres. Et par contre, ils ne pouvaient pas expulser. Ils ont tenté de déménager les Autochtones. Les Algonquins sont partis à Maniwaki, à Kitikan-Sidbi. Les Nipissing aussi. Des Mohawks ont été relocalisés au tournant du siècle dernier, parce que c'était une des sous-options qu'on avait, offert, puis on avait négocié, puis on avait payé ou donné des terres en Ontario. Mais d'autres sont restés, d'autres sont revenus. Et puis, là, les Sulpiciens, à un moment donné, il y avait une obligation à l'égard de ces gens-là. Et puis, par contre, ils étaient les propriétaires officiels. C'est ça. Et ils sont devenus encore plus officiels lors d'un jugement du Conseil privé de Londres. Parce que vu, comme je vous disais, c'était un cas complexe et particulier, il n'y avait pas de réserve, on n'a pas créé de réserve comme à Kahnawake. Là, le gouvernement fédéral, à un moment donné, a poussé l'idée que ça devait se régler en cours. Et on a fourni des avocats au Mohawk de Kanesatake. Et les Sulpiciens, là, on avait leurs avocats et c'est allé jusqu'au Conseil privé de Londres, à savoir qui... Et il y a eu un jugement en 1912, le jugement Corinthe, parce que M. Corinthe était le Mohawk qui poussait là, pour contester la propriété des Sulpiciens et puis faire valoir leurs droits de propriété puis leurs droits sur cette seigneurie-là. Et le jugement Corinthe de 1912, je pense, disait que finalement, les Sulpiciens étaient propriétaires, qu'ils avaient le droit de vendre les terres, mais qu'il y avait une obligation de type organisme de charité ou fiduciaire à l'égard des Autochtones. Et le jugement du Conseil privé ajoutait, pour connaître ces obligations-là, la nature des obligations des Sulpiciens à l'égard des Autochtones, il faudrait revenir nous poser précisément la question parce que
elle n'a pas été posée. Ah oui. Donc là, les Mohawks ne sont jamais retournés en cours, bien sûr, ça prenait des années et des années. Et c'est toujours resté suspendu en quoi consistaient ces obligations-là des sulpiciens. Lorsque plus tard, le gouvernement fédéral va accepter un projet avant la crise d'Oka, là, il reconnaît qu'il y a eu une injustice à Oka parce qu'il n'y a jamais eu de réserve, que le territoire est en damier. Il reconnaît qu'il y a comme une injustice et que sans obligation légale, avant la crise d'Oka, le gouvernement fédéral avance un projet de réunification des terres, d'achat de gré à gré de ces terres-là pour faire un territoire communautaire et unifié. Donc ça, c'est avant la crise d'Oka, ça. Et c'est dans ce contexte-là que va se produire la crise d'Oka. Et 18 ans après la crise d'Oka, finalement, le ministère des Affaires indiennes de l'époque, le gouvernement fédéral, va reconnaître une faute fiduciaire. Et là, c'est pas sur l'ensemble de la seigneurie, là. C'est sur les terres communales occupées par les Mohawks. Et il se réfère au fameux jugement de la Conseil privé de Londres en disant que les sulpiciens avaient une obligation et qu'ils ne pouvaient pas mettre dehors les Autochtones, ils ne pouvaient pas les empêcher d'avoir un terrain sur lequel construire une maison, ils ne pouvaient pas les empêcher d'avoir cultiver la terre, puis ils ne pouvaient pas les empêcher d'avoir des terres communales pour leurs vaches, leurs bœufs, puis tout ça. Le bois, là, aussi. Et c'est ça, le projet domiciliaire et d'agrandissement de golf se faisait sur les terres communales et occupées par les Mohawks, contrôlées par les Mohawks, même jusqu'à la crise d'Oka. Et là, 18 ans après la crise d'Oka, le gouvernement fédéral admet une faute fiduciaire qu'il aurait dû empêcher les sulpiciens de vendre ces terres occupées par les Mohawks. Ah oui. Et là, parce que, évidemment, ça, c'est la longue histoire. C'est là. ça. Pierre Trudel, si on zoome justement sur les mois ou même un peu les années avant la crise d'Oka qui survient l'été 1990, il y a un contexte qui va un peu favoriser cet embrasement, en quelque sorte, un contexte politique fédéral, provincial, ne serait-ce que, disons, le contexte de l'échec de l'accord du lac Meech, c'est un élément qui va teinter cette période historique, là. Oui, mais les Mohawks ont contesté, évidemment. Oui. Et au 19e siècle, il y a eu des tensions, il y a eu même de la violence. Oui. Il y a eu un procès contre des Mohawks présumés coupables d'avoir incendié les bâtiments des sulpiciens. Et ça a commencé dès le 19e ou 18e siècle, lorsqu'à un moment donné, des colons arrivaient, installaient des clôtures. Et on a publié, nous, dans le numéro Mohawk de Recherche amérindienne, comment les Mohawks, le lendemain, avaient brûlé les clôtures. Oui. Donc, ça fait long. Les Mohawks ont résisté, se sont affirmés. Et il y a eu des événements, une crise d'Oka, entre guillemets. Là, il y en a eu une au 19e siècle. Elle était très méconnue. D'ailleurs, c'est un peu cocasse de voir que parce qu'à un moment donné, les Mohawks contestent les sulpiciens, puis affirment que les sulpiciens sont là pour la religion chrétienne, le catholicisme. Puis là, ils se disent, ben là, nous, on va devenir anglicans. Oui. Et puis, allez-vous-en. Mm-hmm. Puis là, il y a une chapelle anglicane qui se construit, puis les sulpiciens vont aller en cours pour faire démanteler la chapelle. Les anglophones de Montréal avaient tendance à appuyer les Mohawks pour une question de religion, puis les francophones avaient tendance à appuyer les sulpiciens pour une question de religion. Donc, on se retrouve un peu avec un peu la même situation en 90, parce que le Canada anglais, où les anglophones n'avaient pas la même position que les francophones concernant les événements de 90. Là. C'est ça. Et donc, dans le contexte historique court, donc, on évoquait un peu l'accord du lac Meech, mais bon, on parle aussi
de la Pinède, dans la fameuse Pinède qui était sur les terres communales. On parle aussi, tout le monde a entendu parler du cimetière qui était ciblé par un projet là, d'élargissement du golfe que poussait la municipalité d'Oka. Il y a aussi un projet de condo, de résidence de luxe là, qui est proposé. C'est tous des éléments, ça, qui vont marquer le contexte là, d'embrasement qui mène. Oui, dans notre histoire courte, là, bien entendu, il y a à tenir compte du développement d'un certain nationalisme au Rock, qui se fait après la voie maritime, qui se fait aux États-Unis, à Kanawagé, oui. et aussi du développement de ce qu'on appelle la société des guerriers. Et ça, c'est évident, c'est un élément, puisque les armes vont créer un contexte tout à fait particulier. Il y a de la violence armée, et ce qui crée évidemment quelque chose de particulier dans les litiges territoriaux. Et il y a un développement particulier de ce qu'on pourrait appeler de l'affirmation du nationalisme mohawk. C'est sûr que dans l'histoire plus courte, là, il y a sa rencontre-là de deux projets. Le gouvernement fédéral admet qu'il y a une injustice historique, a refusé que les Mohawks puissent bénéficier, entre guillemets, d'un type de revendication, là, parce que dès les années 70-80, il y a un mécanisme de résolution de ces centaines de litiges territoriaux-là qui s'appelle les revendications particulières. Et là, c'est non. Le fédéral dit non, ça prend des années, là. Votre revendication est trop vieille. Donc, les Mohawks étaient... Il n'y avait pas de cadre de négociation légal et politique. Et là, le fédéral, par contre, la seule chose qu'il va faire, c'est d'admettre une injustice. Et là, il dit, vous n'avez pas eu de réserve, vous autres, donc vous êtes en damier, on va réunifier les terres. Puis la même politique s'applique depuis toujours et jusqu'à maintenant dans le cadre de ces revendications particulières-là qui seraient... à quoi ça s'est résé? Sur les territoires Dundee, là, c'est la tiers de la réserve canadienne. Le fédéral ne veut pas utiliser le mode d'expropriation, mais va donner des fonds, de l'argent, et c'est aux Autochtones à acheter de gré à gré des terres. Et le fédéral peut acheter de gré à gré des terres, mais ne va pas exproprier. Ça, c'est au cœur de la politique fédérale depuis toujours. Donc là, le gouvernement fédéral n'admettait pas de faute juridique, mais va avancer avant la crise d'Oka un projet de réunification des terres. Ça va brasser évidemment dans la communauté. Est-ce qu'on embarque, est-ce qu'on n'embarque pas? Ça crée des tensions. Oui. Puis, de l'autre côté, il y a la municipalité, il y a des promoteurs qui veulent agrandir un golfe sur ces territoires litigieux-là de la commune, à faire un développement domiciliaire. Et c'est sûr que le golfe était un faire-valoir des 50 ou 60 maisons qu'on voulait construire. Évidemment, ça, tout maire rêve d'avoir ça. Là. C'était aussi... c'est pour les taxes, pour pouvoir percevoir davantage de taxes. Ben oui. Puis il y avait des nouveaux résidents, certains résidents de l'Oka qui étaient intéressés. Ils voyaient que ça allait monter la valeur immobilière de leur maison, ce développement-là. Il y avait une bonne partie des citoyens d'Oka qui avaient la mémoire collective des litiges territoriaux et qui étaient contre. Pour des questions environnementales, parce que la fameuse Pinède avait été installée à cause de problèmes environnementaux. La commune, là, qui fait que les vaches puis les bœufs avaient tout brouté, puis il n'y avait pas d'arbres, là, faisait que l'ensablement du village... Il y avait un risque d'ensablement du village. Ce qui est survenu, d'ailleurs... oui, à un moment donné. C'est ça, au 19e siècle. C'est ça. Ça fait que le gouvernement du Québec avait investi quelques dollars, là, puis des Mohawks et d'autres avaient planté des pins à 2-3 reprises pour maintenir le sol. Et les gens, il y a des gens au cas qui savaient ça. Ben oui. Et puis, qui n'étaient pas intéressés à l'étalement urbain nécessairement, puis qui appuyaient les Mohawks, puis donc qui étaient divisés là-dessus. Là. Oui. Et bien sûr que les promoteurs se dépêchaient aussi parce qu'ils voyaient que les terres qu'ils voulaient utiliser pour le développement pouvaient éventuellement être achetées par le gouvernement fédéral. Et là, il n'y aurait pas de développement. Là. Il n'y aurait pas de développement, ce serait des terres autochtones. Et évidemment, de ce côté-là, on dit hey, on va se dépêcher parce que là, on va faire des développements avant que ça soit gelé, ces terres-là.
Confluent avec Catherine Egault et Mathieu Lavigne. Donc, on comprend ce qui va mener justement à cette escalade-là de l'été 1990. Et à l'été 1990, Pierre Trudel, ben, vous vous rendez, vous-même à Oka, même un peu avant la crise d'ailleurs, vous vous rendez à Kanesatake. Racontez-nous ce que vous voyez à l'époque. Je suis chargé de cours à l'UQAM. J'enseigne au Cégep du Vieux-Montréal là, comme professeur. Puis, écoutez, on est en 89. Je donne un cours d'histoire des Autochtones. Puis je me suis dit, ben là, ça me prend quelqu'un qui va expliquer qu'est-ce qui se passe, puis pas juste la version littéraire ou d'articles scientifiques qu'il n'y avait pas, finalement, juste un doctorat McGill là, de Claude Parizeau là, sur les événements d'Oka depuis la seigneurie et les Mohawks. Là. Alors là, je vais à Kanesatake, je me souviens, je ne connaissais pas trop le terrain, là. Je m'en vais au centre culturel. J'étais déjà allé au centre culturel de Kahnawake. Donc là, je vais aller au centre culturel, ils vont me parler, ils vont me donner peut-être une référence. C'est mieux qu'ils parlent français. Moi, je me souviens, je monte la côte à Oka, puis je vois une jeune femme qui est en train de peindre dans un terrain de baseball là, sur la Pinède, là. Et qui c'était? C'était Hélène Gabriel, l'artiste. Et puis je la croise, je lui dis, je t'ai perdu. Je lui dis, le centre culturel, c'est où, là? Puis là, elle me donne l'indication. Je me rends au centre culturel, je vais au centre culturel. Et là, on me donne le nom d'un Mohawk qui parlait français. Et non pas Hélène Gabriel, mais Allen Gabriel. À ce moment-là, il était comme impliqué par le conseil de bande dans des consultations sur le projet de réunification des terres. Puis il était aussi agent de la faune dans un territoire qu'on ne connaît pas, là, parce que les Mohawks ont un territoire près de Sainte-Lucie dans le nord. Doncaster. Et lui, il était agent de conservation de la faune. Là, il avait une formation. Je pense qu'il avait déjà travaillé pour la GRC. Il avait une certaine formation. Et puis, là, il vient dans mon cours, puis je me souviens qu'en 1989, là, quelques mois là, avant la crise d'Oka, puis il explique tout ça. Là. Je pense que c'est un de mes meilleurs cours que j'ai donné. Parce que mes étudiants ont été gâtés, là, parce c'était quelqu'un qui connaissait bien le dossier. Là. Puis il a tout expliqué. Donc là, moi, ça m'a guidé aussi dans ma compréhension de ça. Puis je suis retourné sur les barricades. J'ai discuté avec des gens. Et puis, il y a quelque chose qui m'avait marqué à un moment donné que je me permets de me rappeler. Qu'à un moment donné, il y a des femmes Mohawks sur la barricade qui me reçoivent. Je discute. Là. Là, ça commençait à se corser. Là. On n'était pas loin de la crise. Là. Puis, un peu avant la crise, il y avait eu un bingo dans une salle privée. Et il y avait eu une intervention de la Sûreté du Québec contre le bingo dit illégal. Un hélicoptère, 60 policiers. Intervention musclée. Et on avait arrêté quelques Mohawks. Il y avait un bingo à Kahnawake. Et puis la Sûreté du Québec n'arrêtait pas le bingo parce qu'il y avait des guerriers armés, probablement, qui circulaient et qui empêchaient la Sûreté du Québec de rentrer dans le territoire Mohawk. Et la Sûreté du Québec n'y allait plus à Kahnawake pour des événements dramatiques où il y avait eu un Mohawk de tué par un policier de la Sûreté du Québec. Donc, à Oka, on était intervenu pour arrêter ce bingo-là. Et là, les femmes qui me reçoivent sur la barricade, à un moment donné, me disent ceci. À Kahnawake, ils n'arrêtent pas le bingo à cause qu'il y a des gens armés. Nous aussi, la prochaine fois, on va avoir des armes. Donc, c'est l'opinion de quelqu'un, là. Mais, j'écoutais ça, je voyais bien que ça la tension montait, là. La tension, effectivement, montait. Et moi, j'ai donné des entrevues du mieux que je pouvais connaître la situation, mais j'essayais d'expliquer l'histoire puis les enjeux politiques, surtout à partir de ce que j'avais appris avec Allen Gabriel. J'ai fait une longue entrevue dans la recherche amérindienne avec lui. Et le soir même de la crise d'Oka, là, je suis interviewé par Pierre Nadeau. Oui. Puis je rappelle ça, j'ai écouté, là, à Kwasasne, puis à Ganyanke, il y a eu des échanges de coups de feu. Là. On ne peut pas intervenir là-dedans sans mettre la sécurité publique en jeu. Là. Puis, alors, le lendemain, là, il intervenait. Là.
Puis le soir, après, à l'émission Le Point, j'intervenais dans les médias, là, j'étais interviewé. Donc, il n'y avait pas beaucoup de gens qui connaissaient le dossier à cette époque-là. Donc, je suis allé aussi, après le déclenchement de la crise, je suis allé derrière les barricades. Et bon, c'est cocasse un peu, là, parce que pour circuler derrière les barricades, je me suis fait passer pour un journaliste pour Recherche amérindienne au Québec, qui est une revue scientifique. Donc, je suis allé dans la petite maison à côté du parc d'Oka, que les policiers avaient ouvert un nouveau poste de police qui existe encore, là. Et puis, il m'avait donné cette carte-là de journaliste en me disant, on n'est pas responsable de ce qui peut arriver. Donc, si tout ce qui peut arriver, vous mourrez, vous êtes blessé, on n'est pas responsable, et signez. Et ça donne le ton. Ça donne le ton. Donc là, je suis monté, j'ai fait comme d'autres journalistes, je suis allé dans le carré des journalistes, mais je me souviens aussi que j'appelais un intervenant à la Commission des droits de la personne. Là. On se parlait à un moment donné, parce que j'ai été un peu observateur là, de ce qui se passait derrière les lignes. Là, mais bon, mais évidemment, j'ai suivi tout le long. J'étais très curieux de voir comment ça allait se dérouler. Et à quelques reprises, je me suis rendu derrière les barricades. Là. Bon, on sait, Pierre Trudel, du côté des Allochtones, donc des non-autochtones, bon, il y a eu des gestes violents. On peut parler de racisme, donc des gestes qui ont été posés durant la crise. On pense à la pluie de pierres qui a été lancée sur un groupe de femmes, d'enfants et d'aînés Mohawks de Kanawake qui étaient en voie d'être évacués de la communauté. On pense aussi à des images fortes là, qu'on voit notamment dans le documentaire d'Alanis Obomsawin sur la crise d'Oka. Donc on pense à ce mannequin à l'effigie d'un Mohawk qui a été pendu, brûlé à Châteauguay. On peut rappeler aussi des prises de parole effectuées dans les médias à l'époque là, qui portaient son lot de méconnaissances. Bref, les exemples ne manquent pas. Mais est-ce qu'il y a eu aussi, durant la crise d'Oka, des mouvements de solidarité, des élans de soutien envers les Mohawks? Oui. Oui, puis parfois, on retient davantage, c'est sûr qu'il faut le dénoncer, là. Il y a eu beaucoup d'incompréhension, et ça, les deux côtés sont responsables de l'incompréhension, à mon avis. Serge Bouchard l'avait relevé dans un texte sur la recherche amérindienne au Québec. Il y a eu du racisme, bien sûr. C'était comme... Vous savez, nous, dans les années 80-70, les anthropologues, on faisait baisser le racisme. On était fiers, on avait avancé, mais... Quand il y a une crise comme ça, là, ça s'évapore, puis les préjugés reviennent. C'est comme une arme, finalement, pour défendre la République ou défendre le gouvernement ou défendre la police, défendre notre société. Là. Et là, les préjugés étaient épouvantables. Là. C'est revenu, ça a duré longtemps, pendant plusieurs années. Mais il y a eu beaucoup de solidarité aussi. Puis je tiens à relever ça. 3 jours après la mort du caporal Lemay, la presse publie un sondage d'opinion parmi les Montréalais. Et le sondage d'opinion indique que la majorité de la population appuyait dans ce litige-là les Mohawks. Et il va y avoir une dégradation de l'opinion publique. Soit c'est ignorance, soit d'appui aux Mohawks, parce qu'on voyait bien qu'il y avait du grenouillage municipal, puis des projets de golf, puis de maisons, puis qu'il y avait des gens qui se défendaient contre ça. On le voyait bien, ça sortait de plus en plus dans les médias. Mais à un moment donné, c'est l'incompréhension totale. Les médias sont dans l'anecdote. On ne parle pas du fond de la question. On fait du spectacle avec les armes, des choses. Et les gens ne comprennent plus rien. Mais il y a eu solidarité aussi pendant la crise. Mais il y a eu beaucoup de racisme. Et puis, les deux étaient là. C'est ça. Parce qu'il y a eu des marches, des manifestations en soutien aux Mohawks. Là. Puis il y a eu le contraire. Il y a eu des gens qui avaient plus de pouvoir politique parce qu'il y avait le micro devant eux, qui ont incité à de la violence, qui ont relevé des préjugés épouvantables à l'époque. Là. Pierre Trudel, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de la crise d'Oka dans la mémoire collective québécoise, canadienne? Il faudrait faire une recherche là-dessus. Il faudrait faire une étude scientifique. Je ne l'ai pas faite. Ça serait je suis un peu intuitif. Bon, comme je vous parlais de la fille de mes amis, Marguerite, c'est la guerre, c'est les images de guerre. C'est peut-être un peu méconnu parce qu'on me dit...
bien que ça a changé beaucoup dans les manuels scolaires. Mais les profs me disent, mais ils n'ont pas le temps, puis il faut qu'ils passent vite. Puis puisqu'il n'y a pas de question d'examen là-dessus, on va passer vite. Donc, cette mémoire collective-là est défaillante, probablement, mais quoi qu'elle s'améliore de plus en plus concernant les manuels ont été changés. Il y a toutes sortes d'outils pédagogiques, dont vos balados, d'ailleurs, que vous faites. Et je pense que cette mémoire, espérons qu'elle va... Mais elle ne pourra pas rentrer dans les détails de tout ce que je vous raconte ce matin. Là. C'est évident, c'est trop complexe. Mais je trouve qu'il y a comme deux mémoires qui sont en parallèle, qui se rejoignent pas. Moi, je trouve ça un peu triste. Pourquoi on ne fait pas de comparaison entre la crise d'octobre et la crise d'Oka? On voit que c'est deux... C'est le même premier ministre, d'ailleurs. Là. Ces deux situations où un État est aux prises avec la violence armée, la violence politique. Jamais on a pensé à faire une comparaison comme ça. Là. Puis je vois pas de texte de littérature là-dessus. Notre mémoire collective s'améliorerait peut-être en faisant ça. Puis du côté Mohawk, mieux connaître le point de vue. Il y a des outils, là. Il y a à l'orée des bois, qui est des femmes Mohawk qui ont écrit, qui est un très bon document. Il y a un film Beans, très bon film, qui donne le point de vue. Il y a le livre et les films d'Hélène Gabriel qui donnent le point de vue Mohawk. Mais c'est sûr qu'il y a un prof ou une prof qui a la responsabilité un peu de construire cette mémoire collective-là. Il doit essayer d'équilibrer les points de vue ou présenter différents points de vue. Et puis... comment elle devrait être enseignée, justement, dans les écoles, cette crise d'Oka? Je pense qu'il faut reprendre certains éléments historiques importants, tel le fait qu'il n'y a pas eu de réserve, tel le fait qu'il y a eu une faute fiduciaire reconnue trop tard, que les 10 criminels de l'époque illégale, il y avait peut-être raison, parce que même s'ils étaient allés en cours, parce que le ministre Chacha de l'époque suggérait d'aller en cours, puis il y avait une base juridique, peut-être qu'ils auraient pu bloquer ce développement-là avec un jugement de cour. Donc, rappeler des moments historiques qui donnent raison aux Mohawks de Kanesatake. Objectivement. Oui, objectivement. Oui. Et la spoliation de leur terre, le colonialisme qu'il y a eu là, je pense que c'est important de bien établir ça sans tout raconter, parce que c'est trop long et trop complexe. Là. Et puis moi, par contre, comme prof, je pense qu'il faut montrer deux choses qui sortent de certains points de vue Mohawk, c'est-à-dire quelles sont aujourd'hui les options. Oui. Est-ce qu'il existe des négociations concernant les territoires? Puis aussi, je pense qu'il est complètement occulté du côté du point de vue des Mohawks, c'est les fameuses barricades pacifiques. Bon, comment et pourquoi on a décidé qu'il y ait des armes du côté des Mohawks? Et je ne veux pas critiquer, je ne veux pas refaire l'histoire, je ne veux pas blâmer, mais comme prof, je me dis, écoute, là, c'est une discussion fondamentale. Mm-hmm. On ne peut pas passer à côté de cette discussion-là, surtout. Mm. Pierre Trudel, très souvent, on utilise la date du 26 septembre 1990 comme date de dénouement de la crise d'Oka, mais est-ce qu'on peut vraiment dire que cette crise est terminée, ou en tout cas, est-ce qu'on peut vraiment dire que ses causes ont vraiment été réglées? Lorsqu'on parle de la crise d'Oka, vous savez, c'est des formations professionnelles, là, je trouve qu'on s'en va dans toutes les directions. Tous les enjeux sont mis là, sur la table, puis on fait chauffer ça à petit feu, là, puis on ne sait plus... On ne sait plus c'est quoi la crise d'Oka. Il y a tellement d'enjeux qui est relevé. Donc, quant à la question territoriale, c'est bloqué. Est-ce que c'est à cause du gouvernement fédéral qui a 5 négociations cette année puis qui remet ça l'année prochaine? Ou bien non, c'est à cause du Conseil Mohawk de Kanesatake qui réanime pas, qui sont divisés puis qui sont pas capables d'avancer là-dessus? Mais il y a des discussions, mais par contre, on n'apprend pas quelles sont ces terres-là. Ce que je relève dans mon texte, moi, où sont rendues les négociations, c'est qu'il y a un litige sur une ou deux communes, la petite et la grande commune. Donc, il y a une espèce de... Bon, ça, là-dessus, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive. À Kahnawake, on réanime, le nouveau chef réanime la discussion sur la seigneurie, là. Donc, il va y avoir des négociations peut-être. C'est sûr que la crise d'Oka, entre guillemets, là, pour beaucoup d'Autochtones aujourd'hui,
c'est la résistance. C'est une fierté de résistance devant le colonialisme. Et c'est sûr que ça sert à quelque chose qui n'est pas terminé, le colonialisme canadien, puis l'épanouissement politique des Autochtones au Canada, c'est pas terminé, ça, là. Donc là-dessus, ça continue. Exactement. Pierre Trudel, un immense merci vraiment pour ces propos éclairants. Grâce à vous, on comprend beaucoup mieux la crise d'Oka, ce qu'Hélène Gabriel appelle le siège de Kanesatake. Donc un grand merci, Pierre Trudel. Je vous remercie de m'avoir invité. Un immense merci à Pierre Trudel pour cette plongée nuancée dans l'histoire toujours actuelle de la crise d'Oka au siège de Kanesatake, un événement qui continue de soulever des questions fondamentales sur le territoire, la justice, la mémoire et les relations entre les peuples. L'émission Confluent est portée par Mission Chez Nous, organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Pour en savoir plus et pour lire notre série d'articles sur les 35 ans de la crise d'Oka, www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des œuvres Marianne Lavallée, de la Fondation Lucien Labelle et du Fonds Roland Leclerc.